Donc, ce matin, on va aborder des projets qui ont été soutenus par le programme PRISM, que je vais vous définir avec les mots du FQRSC. Donc, c'est un programme pilote qui a eu lieu entre 2021 et 2023. PRISM vise à encourager des chercheurs et chercheuses œuvrant dans des secteurs considérés éloignés, nature et technologie d'une part, société et culture de l'autre, à développer conjointement un projet mettant en contact les arts et les sciences. Les projets soumis devront conduire à la réalisation d'œuvres ou de performances artistiques qui pourraient notamment résulter de l'expérimentation ou du déploiement d'un principe, d'un processus ou d'une institution scientifique, exiger la mise au point d'une technologie ou d'un processus scientifique innovant, ou rendre des contenus scientifiques accessibles et les partager avec un vaste public. Donc, ce sont les objectifs de base. Donc, dans cette optique, PRISM invite les chercheurs et les chercheuses du Québec à transcender les frontières qui les séparent. Il se propose d'offrir un espace de liberté et de créativité où la place est faite à l'inattendu, aux perspectives inexplorées, à l'éclatement des silos et au renversement des paradigmes. Donc, on va voir avec nos invités si nous arrivons à atteindre ces objectifs. Donc, je vais rapidement, je ne vais pas présenter tout le monde parce qu'on a vraiment beaucoup d'intervenants, mais je vais rapidement énumérer les projets qu'on va examiner aujourd'hui. Donc, on va commencer avec Pépite narrative, intelligence artificielle et quête de sens, avec Jonathan Lessard, qui devrait être accompagné de Léla Kossem, mais elle n'est pas là aujourd'hui avec nous. On va avoir aussi écriture chorégraphique pour essais robotiques et humains, au pluriel, avec David Saint-Onge. David, tu lèves la main, oui. Et Hélène Duval. Donc, David vient de l'ETS et Hélène de l'UQAM, du département de danse. On poursuit avec expérience de médiation du quantique grâce au béton augmenté, une démarche multidisciplinaire à l'intersection de la matière et du numérique durable. Donc, si on cherchait des projets innovants et risqués, on en a un ici. Donc, c'est très intriguant. Avec Jean-Ambroise Vezac de l'UQAC, Marianne Prudhomme de l'UQAT. On a aussi Bora Hong et Olivier Lenden-Cardinal, Karina Wang Arcoledzi de l'ETS. Puis, pour compléter, il y a aussi Léa Françoise Terrier de l'UQAM. Donc, on a une équipe assez complète qui couvre plusieurs universités ici. On terminera la matinée avec Metamorphosis, nouveau mode d'interaction expressif en théâtre basé sur la réalité augmentée avec Chris Salter qui sera avec nous en ligne et Timothy Thomasson qui est quelque part ici dans la salle, oui. Donc, Jean-Ambroise, tu peux lever la main, j'ai oublié. Donc, l'équipe ETS, tout le monde qui sont dans l'équipe de... Oui, vous êtes tous là? Bon, parfait. Donc, on peut s'adresser à eux. Donc, je vais pas donner vos bios à chacun parce que là, on va passer tout le temps de la séance à le faire. Donc, je vais commencer par donner la parole à Jonathan qui va nous présenter pendant une dizaine de minutes son projet et par la suite, chacun va venir présenter 10 minutes et à la suite, je vais poser quelques questions pour démarrer la conversation, mais on vise vraiment une interaction avec le public. Donc, c'est pour ça qu'on limite à 10 minutes les interventions des panélistes. Donc, je te lance le... Ça marche-tu? Oui, je te lance le flambeau. OK, parfait, merci. Bonjour, puis je suis la moitié d'un projet, là, Jonathan Lessard. Ma partenaire, malheureusement, Léla Kossem, qui est professeure en informatique à Concordia, ne pouvait pas être là. Notre projet Pépite narrative, intelligence artificielle et quête de sens, ça se situe dans le contexte. C'est un problème d'intelligence artificielle, la génération d'histoires ou de récits, qui étonnamment, il y a une longue tradition. Des années 60, déjà, on a les premières thèses qui essaient de générer des mais concrètement, maintenant, c'est un problème résolu. C'est-à-dire, j'ai nommé ça ici la fiction à l'ère de la surabondance, dans la mesure où, si je demande à ChatGPT de me générer une histoire, ben, je vais en avoir une. C'est plus un problème, c'est-à-dire c'est plus une difficulté technique que d'obtenir une histoire en langage naturel d'un ordinateur. Après, ça ne veut pas dire que c'est intéressant. C'est un peu ça la question maintenant. Je peux maintenant obtenir une quantité infinie de récits et ça déplace donc la question pas tant à la production, mais à l'évaluation ou à l'esthétique. Donc,
Mon contexte n'est pas exactement celui des modèles de langage que je viens de montrer comme ChatGPT. Moi, je viens du monde du jeu vidéo, puis plus particulièrement des jeux fondés sur des simulations et qui donnent lieu à de l'émergence. Donc, des mondes simulés. Ici, je donne un exemple. Désolé de vous amener dans le monde ultra geek, mais ça, c'est un jeu qui s'appelle Dwarf Fortress, considéré peut-être le jeu le plus complexe qui existe en ce moment. Et c'est un jeu où il n'y a pas d'histoire scénarisée. Les histoires émergent de l'interaction de toutes les dynamiques simulées. Et les histoires qui émergent de l'interaction avec ce système-là sont tellement intéressantes qu'il existe toute une sous-culture de gens qui racontent ce qui leur est arrivé dans Dwarf Fortress, puis c'est plein de surprises. Un de mes préférés ici, Krug Smash, il y a 500 000 personnes qui ont écouté une de ces histoires. Donc, j'essaie ici de vous justifier un peu la légitimité du sujet. J'ai mon propre projet qui avait été financé par le FQRSC aussi en recherche-création, donc qui simule un monde, toute une société avec des milliers de personnes. C'est un projet un peu ambitieux. Il existe. Donc, je ne vais pas vous le présenter là, c'est un autre sujet, mais le projet ici découle un peu de ça. Ça génère un monde, il y a une simulation sociale complexe, des milliers de personnages, à la vie qui est entièrement documentée. Un des aspects de ce projet-là, c'est que c'était d'exposer ce qui se passe dans la simulation. Souvent, c'est des choses un peu qui sont des boîtes noires. Puis là, ce qu'on faisait, c'est qu'on génère un Wikipédia. Donc, c'est comme un fantasme d'historien ou de journaliste où le monde est entièrement documenté au fur et à mesure qu'il se déroule et dans une espèce de Wikipédia en direct où tout est documenté. Donc ça existe. Mais un des problèmes qui émerge, ça aussi, de cette approche-là, c'est, encore une fois, la surabondance. Il se passe beaucoup de choses sans intérêt, mais parfois des choses intéressantes. Puis là, la question, c'est comment est-ce qu'on trouve des choses intéressantes? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est intéressant? Comment est-ce qu'on peut faire du sens ou amener du sens là-dedans? Donc ça, c'est le projet qu'on a soumis. Est-ce que donc l'intelligence artificielle elle-même peut faciliter la découverte d'histoires émergentes avec deux objectifs? Identifier des identités intéressantes. J'ai mis des astérisques là parce que c'est un problème ambigu, c'est quoi qui est intéressant parmi une masse d'informations. Puis la deuxième chose, c'est de condenser l'information. Il y en a trop. Donc l'idée, c'est parmi un domaine très touffu, est-ce que c'est possible d'identifier quelque chose qui pourrait susciter de l'intérêt? Donc, notre approche, c'est une approche vraiment sciences humaines, design et informatique, où il existe des modèles théoriques de narratologie qui essaient de prédire qu'est-ce qui fait qu'un événement est intéressant. Comme, par exemple, l'exemple, c'est si vous passez toute une journée, vaquer à vos occupations, vous rentrez chez vous, puis il y a des gens qui habitent chez vous, qu'est-ce que vous allez leur raconter? Donc, si votre ami, partenaire vous dit qu'est-ce qui t'est arrivé aujourd'hui, vous n'allez probablement pas raconter je me suis attaché les souliers, j'ai mis mon manteau. C'est des choses qui sont inintéressantes, mais notre esprit est très pour nous, c'est très facile d'identifier quelque chose qui est intéressant. Ah, je me suis enfargé dans mes lacets, j'ai tombé la face dans la boue juste avant mon rendez-vous de job. Ça, c'est une histoire. C'est-à-dire, ça valait la peine de la raconter. On le sait que la personne à qui on parle, ça va l'intéresser. Mais donc, il y a des modèles narratologiques qui essaient de prévoir ça, de prédire ça. Qu'est-ce qui fait qu'une histoire est racontable? C'est évidemment pas une science exacte, mais on peut l'essayer. Donc, notre idée, c'est est-ce qu'on peut modéliser les heuristiques de racontabilité pour identifier parmi une masse de données des choses qui sont potentiellement racontables? Comme le classique, peut-être l'heuristique la plus prometteuse, c'est évidemment la rareté. Quelque chose qui arrive peu souvent. Ça peut être intéressant. Mais des fois, ça peut être rare et inintéressant aussi. Mais c'est ce qu'on veut essayer de voir. Donc, ça, c'est la chose, on est en cours, là, ça fait un peu moins d'1 an. Puis, on a donc rajouté comme une interface par-dessus qui est
dans le domaine, c'est un problème en informatique, il y a un problème de story sifting, donc de tamisage d'histoire. Un peu l'image, la métaphore, c'est celle des chercheurs d'or où parmi le sable, ben, il y a des pépites d'or. Et c'est ce qu'on essaie de trouver. Comme par exemple ici, j'ai fait une recherche sur l'improbabilité et ça passe à travers toutes les chaînes. Donc la simulation est faite à partir d'événements, mais un événement retient les causes et les effets. Donc on peut tirer comme une chaîne narrative à partir d'un événement. Puis là, ce qu'on fait, c'est, OK, ça ici, cette chaîne-là, dans cette itération du monde, c'est la plus rare. C'est arrivé le moins souvent possible qu'un chef a pris une décision, a fait une fête, ça a donné une interaction de groupe donc, et une interaction sociale. Quelqu'un a donné de l'information à quelqu'un d'autre, probablement un genre de potin un peu brûlant. Puis, ça a donné lieu à de la jalousie, donc probablement une situation de triangle amoureux inopportun, et qui a donné lieu à un duel et quelqu'un s'est fait mal. Et donc ça, c'est potentiellement une histoire. Voilà, c'est pas si mal, hein? Peut-être que ça a déjà attiré votre curiosité. Donc là, on peut voir le détail parce que tout est raconté un peu en langage naturel. Fait qu'ici, Xavier, là présent, je croyais que c'était une bonne histoire, une histoire drôle. Alors j'ai dit à Alvin que Stéphane Lelong et Aurélie Lebel avaient une affaire, une aventure secrète. Et bon, mais ça a comme provoqué un peu du brouhaha. Puis, ben, ça donne un lien direct vers le Wikipédia. Donc, on peut aller chercher les détails de la situation, puis tirer le fil un peu de qu'est-ce qui s'est passé là-dedans, puis comprendre un petit peu mieux ce qui se passe. Puis finalement, le problème aussi, c'est que toutes ces données-là sont très touffues, puis il y a beaucoup de détails, peut-être un peu trop. C'est comme avoir accès à un journal des événements de quelqu'un dans toute sa vie. C'est trop d'informations. Donc, l'autre aspect d'intelligence artificielle, puis c'est là que les modèles de langage sont utiles, c'est de produire des résumés automatiques qui permettent de rendre les choses intelligibles. Comme par exemple, juste un portrait. Ici, on a un individu, Osiat Huseman, et on peut donner comme toute sa biographie, qui est des pages et des pages, puis demander de générer un résumé amusant. Donc ici, c'est une chasseresse de 37 ans. Son but, c'est d'éradiquer la Desperate Fraternity of l'Allégé. Elle a une fortune impressionnante de 72,609307. Des fois, c'est un peu bizarre. Et bon, alors, elle veut régler les affaires scandaleuses, les révélations secrètes et les joies de la maternité. Donc, moi, ça tendance, en général, je trouve que c'est plutôt rigolo, les résumés automatiques, mais ça condense. OK. Puis, je veux finir que c'est aussi... Donc, ChatGPT peut servir à raconter des histoires. Là, ce qu'on s'en vient, c'est qu'on va essayer d'évaluer si effectivement les heuristiques marchent. Puis ChatGPT devient notre narrateur universel où on lui demande de raconter les histoires pour pouvoir les identifier, les comparer avec toujours le même auteur, si on veut, derrière. Et des fois, les histoires sont surprenamment intéressantes. Mais en tout cas, ça, c'est la suite. Et bref, vous voyez ici le rapport entre narratologie, sciences humaines, mise à l'épreuve, mais aussi un retour où l'informatique va peut-être permettre de mettre à l'épreuve les théories natratologiques. Elles n'auront jamais été mises à l'épreuve de façon aussi rigoureuse, si on veut. Donc, c'est l'expérience qu'on veut faire. Voilà, merci. J'inviterai maintenant, on va faire toutes les équipes en premier, après ça on va faire la discussion. J'inviterai David et Hélène à prendre place. Donc, Hélène et moi, on va vous parler aujourd'hui du projet Dessin, donc financé dans le cadre du programme Prisme Art. Dessin, c'est en même temps le nom de la série de performances qui a résulté. Donc, on a terminé avec une série de performances il y a à peine un mois, ce projet-là. Et c'est le nom aussi du collectif, donc collectif d'artistes et d'ingénieurs qui ont travaillé sur ce projet-là dans les 2 dernières années. L'ensemble du projet s'articule autour de
concept des essaims. Je vais revenir sur ce qu'est un essaim dans une seconde avec un petit cours très rapide sur ce qu'est un essaim. Mais d'abord, il faut voir qu'on avait 5 essaims qui étaient impliqués dans notre projet. Donc, 3 essaims robotiques que vous voyez représentés sur les images en ce moment. Un essaim de robot de table, un essaim de robot aérien et un essaim de robot à échelle humaine, donc avec des bras robotiques sur des bases mobiles. On avait également un essaim d'ingénieurs et de performeurs. Donc, dans chacune des performances, il y avait jusqu'à une douzaine de personnes de l'équipe qui étaient aussi autour et qui eux-mêmes jouaient avec les robots et les programmaient et performaient avec les robots. D'une certaine mesure, autant que des ingénieurs peuvent performer. Mais enfin, là, je laisse le public en décider. Et finalement, le dernier, donc, essaim, le 5e, c'était l'essaim des publics, parce qu'on a rencontré des publics tout au cours de notre processus de recherche. C'est très important pour nous. Donc, rapidement, l'essaim, comme je l'ai mentionné, c'est notre thématique principale, centrale. On a étudié l'expressivité, parce que comme chercheur en génie, c'est ce qui m'intéresse, de rendre les robots plus expressifs, plus intuitifs, à même de faire des interactions plus naturelles. Et donc, l'interactivité, c'est là-dessus qu'on a planché pour toute notre méthodologie, si on veut, de recherche-création et de recherche en sciences et génie. Et tout ça, c'est terminé avec plusieurs installations performatives. Donc, je vous ai dit que j'allais faire un petit cours rapide sur les essaims, très, très, très rapide. Donc, les essaims, pour ceux qui le savent, évidemment, c'est très bio-inspiré. Hein, ça vient de l'intelligence d'essaim qui a été développée dès les années 60-70. Mais depuis 10-20 ans, on a la possibilité de mettre ça sur des plateformes robotiques. Qu'est-ce qu'un essaim? En fait, un essaim, c'est un groupe d'agents auto-organisés qui va prendre des décisions principalement basées sur ses interactions locales. Donc, autant au niveau de l'environnement qu'au niveau de la connaissance de ses voisins. Peu de connaissance globale de l'espace, ni même de communication globale ou de possibilité de connaître le monde dans son complet. Ce que ça permet, c'est d'avoir des comportements qui sont assez simples, mais qui, en groupe, permettent de faire des comportements très complexes, qu'on va appeler des comportements émergents, donc qui émergent de règles assez simples. Comme j'ai dit, maintenant, il y a des plateformes robotiques qui permettent de faire ça à plusieurs échelles. Donc, nous, ce qu'on a souhaité faire, c'est utiliser ces contraintes-là des essaims comme opportunité créative pour jouer sur l'expressivité des essaims. Donc, une première petite démonstration de ce qu'on a fait. On a créé une librairie de comportements. Les comportements d'essaims, ce sont, comme j'ai dit, des règles très simples. Fait qu'on peut avoir, par exemple, un comportement que j'ai beaucoup étudié il y a un peu moins d'une dizaine d'années qui s'appelle la poursuite, où on va dire à un agent, tourne à gauche s'il n'y a rien devant toi, tourne à droite avec une vitesse légèrement différente si tu vois quelque chose devant toi. Puis on a étudié tous les comportements émergents qui peuvent émerger de ces règles simples-là. Et entre autres, on voit que ça va toujours mener à faire une poursuite, donc un cercle qui tourne sans arrêt. Peu importe la position initiale des robots, peu importe si on vient perturber le cercle, ça va toujours finir par un état stable. Donc, c'est un comportement qui émerge de règles très simples. On a fait la composition de plusieurs de ces mouvements-là avec différents artistes, chorégraphes et les ingénieurs du laboratoire. D'ailleurs, on a 2 personnes de l'équipe qui sont avec nous, la chorégraphe Danielle Lecourtois et la chercheuse analyse du mouvement Geneviève Dussault qui est là. On a aussi travaillé avec une marionnettiste experte très expérimentée, Marcel Hudon. Alors, pour étudier l'expressivité des comportements émergents, qu'on peut apparenter aussi à l'improvisation en danse, on a développé un langage commun, notamment basé sur l'OAM, l'observation-analyse du mouvement, qui est une synthèse conceptuelle développée notamment principalement d'ailleurs par Nicole Arbonnier et Geneviève Dussault, qui étaient justement dans l'équipe. Et ça nous a permis de croiser des notions du Laban qui sont dans le système de notation Laban et de la FCMD, l'analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé. Mais comme on analysait le mouvement d'agents abstraits, il a fallu transposer ce système d'analyse vers les robots. En interaction, on a ici l'interprète Audrey Rochette qui a travaillé avec nous, qui intervient avec un essaim robotique de Zoïde et la transposition, la symbolisation par Geneviève Dussault pour montrer les pulsions de vision
ou d'envoûtement ou de passion dans un état mobile. Maintenant, ici, vous voyez les bras robotiques qui sont symbolisés par le motif writing ici à droite pour montrer le plongeon puis analyser comment fonctionne le mouvement là, des bras dans un tableau qui s'appelait les têtes chercheuses qu'on a présenté en mars dernier comme David vous en a présenté. Dans la prochaine diapositive, on a mis aussi en évidence les matériaux pour amplifier et modéliser l'expressivité des essais robotiques. Donc, en accord avec l'objectif 12 de l'ONU, on a travaillé qu'avec des matériaux recyclés et on est resté bio-inspiré de cette manière-là. Et ça a été développé tout au long du processus de manière très itérative. Donc, pendant 2 ans, on a accumulé et développé les éléments scénographiques et les habillages des robots. Notre projet s'est développé sur 2 ans, donc de mars 2022 à mars 2024. On a fonctionné par résidence à l'ETS. David a développé un programme de résidence pour les artistes là-bas. Merci, David, d'avoir travaillé très fort dans ce sens-là. Et on a fonctionné par 4 laboratoires de 2 semaines. Ici même, au Cœur des sciences, on a été soutenu par Hexagramme et au département de danse, au laboratoire d'art vivant interdisciplinaire, soutenu par le département au pavillon de danse. Ce processus, en 4 étapes, a mené à la création de librairies de comportements émergents, de dramaturgie, ainsi que d'installations performatives. Et tout ça a donné lieu à une présentation de 40 minutes avec 15 minutes de médiation. Et là, on va voir comment ce processus-là a mené à la suite. Oui, je pourrais passer plus d'une heure juste sur notre méthodologie, mais je vais y aller rapidement. En gros, l'idée, c'était de réinvestir en permanence la sortie des discussions de groupe entre ingénieurs et artistes et publics dans notre processus de recherche-création, mais aussi dans notre processus de développement au niveau des systèmes robotiques pour faire émerger de ça des nouveaux comportements. Parce qu'on est vraiment en train de travailler la matière première, c'est les comportements émergents qui émergent de règles simples, qui émergent d'observations simplifié de ce qu'on prend du public. On avait un certificat éthique pour pouvoir sonder les publics tout au long de nos 2 ans là-dessus et on a pu comme ça collecter beaucoup d'informations. Donc, vous avez ici l'équipe qui était donc le 4e essaim dont je vous parlais, l'équipe technique et artistique qui était derrière les performances de la fin mars, de la fin février, début mars, pardon. Et donc, plusieurs personnes qui représentaient cet essaim-là, technique et artistique, autour des robots. Mais il faut voir, comme on est en milieu académique, il y en a au moins une dizaine qui ne sont pas représentés là-dessus aussi, qui ont terminé, qui ont diplômé au cours du projet. Donc, une grosse rotation, tout un essaim qui a travaillé sur ce projet-là. On a fait le choix conscient, au début du projet, de mobiliser la majeure partie du budget pour la création artistique et les artistes. La plupart des étudiants en génie étaient tous financés sur d'autres projets. Ils avaient leur propre projet de maîtrise et de doctorat sur lesquels il y avait des thématiques qui venaient rejoindre le projet dessin. Mais donc, le budget dessin visait vraiment la recherche-création et la formation de ces étudiants-là, hein, l'expérience transformative que ces étudiants-là allaient pouvoir vivre en contact avec les artistes. Donc, SMH des savoirs, NT, SC ensemble pour essayer de se rendre jusqu'à des installations performatives. Donc, on a rencontré plusieurs publics, du moins pour un produit très directement issu des laboratoires. Hein. 2 des 3 plateformes robotiques que j'ai mentionnées sont des prototypes qu'on a construits et conçus au laboratoire avec leur personnalité et, disons, leur précarité. Et donc, on a fait 5 rencontres avec public qu'on a sondé. C'est la première ligne qu'on a pu réinvestir dans la recherche-création et dans la texture de l'expressivité sur nos systèmes robotiques. Ensuite, on a rencontré des étudiants du DSS en marionnette qui sont venus participer au projet, mais également de d'autres programmes. On a rencontré des élèves du secondaire, donc ça, c'est plus des ateliers de médiation où ils ont pu voir certaines parties du spectacle qu'on leur montrait, puis après ça, on leur permettait de manipuler différents systèmes robotiques pour voir un peu comment le milieu artistique et la création artistique pouvaient servir au développement technologique et vice-versa dans un projet comme ça. Et finalement, donc 5 rencontres, 5 performances, 5 représentations pendant le Festival Castelier il y a quelques semaines. En
En termes de fusion, pour faire un lien avec le thème des rencontres, plusieurs dyades art-génie se sont formés. Audrey et Raphaël pour travailler des comportements émergents, Daniel et Ali pour travailler les jupes et donner une relation gravitaire aux robots de taille humaine, Geneviève et Alexandra qui ont travaillé à la collaboration de mouvements de bras. Et oui, c'est ça, t'accompagnes le mouvement de bras du plongeon. Marcel et Mathis qui ont travaillé aux robots, aux aéronefs pour les différents habillages qui les ont composés. Dernière diapositive, les impacts. Alors, on a présenté nos travaux à ISEA à Paris en mai dernier. On a rédigé un chapitre de livre autour d'une ontologie commune qu'on a développée ici à droite. On animera un tutoriel qui a été accepté à l'International Congress of Robotics and Automation à Yokohama en mai prochain. Des articles sont en rédaction, un documentaire aussi est en montage actuellement et on a l'impression que ces alliances-là fusionnelles ont pu vraiment être très éloquentes entre l'art et le génie au bout de ces 2 années-là. Voilà. Hélène a mentionné les résidences d'artistes. Je ne peux pas en prendre tout le crédit. Là. Donc, on a commencé les résidences d'artistes dans mon laboratoire, entre autres avec ce projet-là, avec d'autres projets que j'ai avec d'autres membres chercheurs d'Hexagramme. Et ce projet pilote-là a mobilisé suffisamment d'intérêt de la direction pour faire un projet institutionnel de résidence d'artistes, donc qui n'a plus de lien avec moi. Maintenant, c'est rendu à la direction de l'ETS et il y a eu un appel que vous avez probablement vu à l'automne dernier. Il y a eu une sélection d'artistes qui ont été faite et donc les artistes vont travailler à l'ETS dans les prochains mois. Donc, ça a dépassé ce qu'on a fait, nous, dans le cadre de notre projet et de mon laboratoire, c'est rendu institutionnel. Voilà, merci. Merci beaucoup. Donc, ça enchaîne très bien avec l'intelligence artificielle. Mais j'inviterai l'équipe de Jean-Ambroise à venir s'asseoir à l'avant. Donc, on n'a pas toute l'équipe, mais on en a une bonne partie. Bonjour à tous. Oui, très heureux d'être là pour partager, toujours de manière un peu émue et bafouillante de ma part. Fait que je suis accompagné de la relève en recherche-création. Certains disent que ça prend plusieurs universités pour former la relève en recherche-création et je peux vous le confirmer. Alors, on a eu la chance et le privilège d'avoir du financement pour faire un projet, merci, qui avait comme objectif de démystifier, de rendre davantage accessible la mécanique quantique et un petit morceau de celle-ci, simplement l'intrication, et se servir finalement d'une approche presque muséologique, muséographique, artistique, pour créer un espace où le public peut vraiment davantage comprendre ce qui se passe et quels sont les enjeux qui sont derrière ça. Peut-être accompagner un peu l'évolution de l'innovation sociale et la culture sociale et artistique à travers ça. Évidemment, c'est une excuse pour travailler avec les merveilleux ingénieurs de l'ETS et éventuellement arriver à faire des choses que l'artiste ne pourrait pas faire tout seul, naturellement. Et quelle équipe on a eu quand même. Alors, on a divisé ça en plusieurs secteurs. Claudia Noël-Plamondon, ça faisait 3 fois qu'on appliquait à une demande de subvention ensemble, donc on commençait à davantage se connecter en lien à la matérialité, à la réalité augmentée. Elle travaille sur l'éco-responsabilité et les matériaux avancés, donc proprement le béton. Bora Hong, qui est celui qui nous a approchés au départ, là, qui trouvait nécessaire davantage d'expliquer ce que c'était que la mécanique quantique pour que les jeunes aient envie d'aller étudier à l'intérieur de ça. Donc vraiment une question aussi de recrutement, puis de trouver la flamme, de faciliter aussi les carrières scientifiques. Keiwen Zhang, dans le fond, c'est le grand spécialiste des chaînes de blocs. Il nous a rejoint très rapidement pour ce qui était d'une partie NFT, qui était un peu le double numérique d'une sculpture, enfin, et aussi de certification, finalement, de l'expérience artistique et de l'expérience sensible.
Olivier, davantage expert, il va nous rejoindre bientôt, dès que vous allez voir quelqu'un arriver en bicyclette. Là. Il travaille avec les ordinateurs quantiques, donc c'est vraiment l'opérationnalisation et l'usage finalement des ordinateurs. Karina, qui va nous prendre la parole aussi, qui est notre doctorante en ingénierie de nouveaux matériaux. Marianne, qui a fait du design d'expérience et nous a fait rêver avec des belles images de réalité augmentée. Léa, qui nous accompagne depuis le début, spécialiste en muséologie de l'art numérique. Je vais me faire tuer à la fin, mais c'est pas grave. Et puis Étienne, qui est en fait la personne qui construit la sculpture en doctorale. Justement. Mais oui, en effet, mon micro marche finalement. C'est ce qui a été très intéressant dans ce projet, c'est qu'on était nombreux. Il y a eu beaucoup de roulements entre des étudiants qui sont venus en stage, des étudiants qui étaient là pour leur baccalauréat, leur maîtrise, leur doctorat, dont on est toutes les trois issus. Et ça a été une vision très différente de la recherche-création, parce qu'il y avait autant d'artistes que d'ingénieurs, que d'étudiants, étudiantes, et on a exploré toutes les possibilités de recherche-création afin de pouvoir créer quelque chose qui, au départ, semble très flou. Comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'essayer d'imaginer une structure de béton quantique augmenté, c'est sûr que ça ne parle pas vraiment à tout le monde. Et nous non plus, ça ne nous parlait pas vraiment. Et justement, il fallait se mettre d'accord sur vers où on s'en va, parce que c'est ça qui est intéressant. Et donc, on a travaillé avec de nombreux processus de design thinking, mais on est revenu à l'essentiel avec des grandes feuilles, beaucoup de crayons, beaucoup de couleurs et beaucoup de petits dessins pour arriver à essayer de façonner ce qu'on voulait créer tous ensemble d'un tronc commun et pour arriver à un gameplay. Oui, donc il fallait illustrer quelque chose qu'on ne peut pas voir. J'avais cette tâche-là, donc on y allait beaucoup vers la métaphore et on a fait un gameplay de réalité augmentée qui illustre la sécurité en déterminant qui est l'intrus qui a volé de l'information dans le jeu, avec les couleurs, en pensant à ce qui étaient les clés. On a récupéré la modélisation mathématique de certains éléments qui sont utilisés dans la distribution quantique des clés de communication, puis on en a fait un jeu où on doit trouver où est le voleur, c'est ça? Ouais. Exactement. Ah, tiens. Moi, je ne savais pas quoi faire trop, donc j'ai repris mes outils habituels, MaxMSP, puis peut-être aussi des choses qui bougent et qui font de la musique. J'ai eu besoin de m'acoquiner à la matière, finalement, comme ça, pour essayer de comprendre, et je suis passé par les métaphores du noise, du bruit. Donc l'image que vous voyez a été générée par un fichier qui a été extrait généré par un algorithme quantique, la clé quantique finalement d'un le TS à quelque part là. Donc un fichier qui était comme complètement raw, j'en ai fait en image, puis cette image-là, je la transfère en son, puis je reprends le fichier raw de data, puis je le transforme en position. Fait qu'on y met une incarnation, même si on sait que c'est faux, ça nous permet d'avoir une impression sensible davantage de ce que ça pourrait être. Ça, c'est à perte de signal. Alors, merci pour les résidences que Pertuciel nous a proposées. Et en fait, un des intérêts, c'était aussi de trouver une manière de mettre plus d'informations dans le béton. Okay, so now we know the digital part. We can also see the physical part where we put the digital concepts into a physical form. We have the concrete. For many, many decades now, concrete has been used in its conventional form. It has been a durable material, but we can also improve, enhance its properties. One example of this, and we can add optical fibers, for example, and then
for this, we can transmit light, but we can also add different functionalities. And this, for example, we can see in the picture, it's where we imprint, for example, the quantic noise into the concrete. We put shapes into the texture that we can actually sense the sound, let's say, the quantic noise. We can also add different shapes and forms and different amount of optical fibers. For example, in the right picture, when we add a lot of optical fibers, we can transform this concrete in a screen, for example, with a lot of pictures, and we can see everything we can show on the shadows. Let's say we can work with shapes, for example, the triangles. We have been working on this project, and if we put, for example, in the first picture in the left, we can add LEDs with different colors and different shapes of lights. And this is the actual marriage between the material and the illumination. Je vais reprendre la main. Donc, Kewen ne peut malheureusement pas être là, donc je vais présenter ça assez rapidement. On s'est servi de la chaîne de blocs carboneutre et Iosio, là, en fond. C'est dans un effort, finalement, de décarboniser une technologie qui est assez polluante. Et dans le fond, on a essayé de trouver une manière de conserver, de certifier, d'avoir une certaine forme de traçabilité, si on veut, de l'expérience subjective et de l'expérience artistique. D'autres projets le font. Mais là, c'est aussi en lien à la compréhension, finalement, du quantique. Donc, quand on résout le jeu, bah, finalement, on obtient finalement une sorte de jeton, un souvenir qui relate de notre exploit, qui relate de notre relation en quantique. Donc c'est ça qu'on voit un petit peu, si vous voulez, dans la partie de droite. Là, on voit les triangles et les lumières, parce qu'on a un jeu de codes de lumière qu'on doit reconnaître. Et puis ces autres éléments, donc les NFT vont accompagner l'exposition en tant que telle. Et au sujet de l'exposition, on a décidé d'offrir un parcours à la limite de la science et à la limite de l'expérience, parce que c'est un projet qui, comme on l'a dit, est difficile à vulgariser, est difficile à comprendre. Donc on a décidé tout au sein de cette exposition de pouvoir faire une exposition en 2 parties, où on peut commencer par la visualisation des processus par lesquels on est passé, pour ensuite arriver vers le son avec le noise dont on vous a parlé tout à l'heure, pour qu'on puisse avoir une double vision de la chose, quelque chose de très imaginatif, de très contemplatif, quelque chose vraiment expérientiel, numérique, et quelque chose de participatif. Donc notre processus qui sera donc au fond sur la droite, par lequel on peut passer pour comprendre par nous-mêmes et seul ou à plusieurs notre propre pratique de ce qu'on comprend de ce jeu vidéo et de cette exposition, pour ensuite repartir de l'exposition en repassant par les processus et par justement toutes les étapes de la co-création, afin d'avoir une meilleure compréhension une fois qu'on a participé nous-mêmes à cette expérience. Merci beaucoup. Voilà. Donc là, on va passer en mode Zoom avec Timothée qui est en présentiel, tandis que Chris est présentement, je crois. Est-ce que Chris est à Zurich? Yeah. You ready, Tim? Yeah. Yep. Okay, let me start the timing. Okay, so this is a project called Animate, Theatrical Exploration of Climate Transformation Through Extended Reality. This is, actually, I should say that our collaborators were Marcelo Wanderley at IDMO Lab at the Department of Music at Kermit at McGill, specialized in research in sensing development of musical instruments. Next. So Animate is an extended reality-based theater work at the crossroads of 3 areas: performance, radio play, and installation, focused on near-future Canada that's radically transformed by climate change. Next. Okay, the story. So this was a very long and involved process. It started out by discovering a short story by Canadian author Kate Story in 2020.
which deals with the Tablelands, which is an area of Newfoundland, which you see here in this video. It's one of the oldest rock deposits of mantle-based rock in the world, came from very deep under the ocean and 450 million years ago. And this is the location for where this story begins. Next. This is Great Rosemore National Park, the Tablelands. The Tablelands are, as I just said, one of the oldest geological phenomena on the Earth. I was there actually last summer, a year after we did the premiere. And what's very, very interesting is this story is about a couple that has been put together by a friend on a date, and it's a kind of doomed love story in the midst of, let's say, near future climate change. When the story was written 8 years ago, this was very much a science fiction story, or so-called cli-fi story. When we started to adapt it, we said to the author, Kate Story, well, this is the present, not the future. The original intent artistically, and let's say from a research point of view, was to experience, let's say, how would you feel the urgency of climate change in your body and in your senses. There's a lot of work, obviously, on climate change around the world currently in the arts, but quite a lot of this work is very much about the inscription of climate change, about showing the graphs and charts and essentially the data of climate, which is quite didactic. And we were trying to understand how we might use a story and try to look at the emotional underpinnings of climate, and then at the same time use an emerging technology called pass-through based augmented reality, or pass-through based virtual reality. Next. Here's the trailer that was produced. This project was premiered at the Kunstfest Weimar in Weimar, Germany in August 2022, one of the largest performing arts festivals in Europe, and then since been touring. It was actually shown in Canada in Mutech last August, and next will be in Luxembourg. It starts out as 3 acts. Tim will explain those 3 acts. But here you get a sense of essentially 2 actors who are narrating or essentially telling you this story, and then takes the audience on this journey, which takes them through different kinds of media, through first virtual reality in this very, very large warehouse, different kinds of warehouse. And these are different clips from different showings of the work. And then at the end, in the story, what happens is this area, the Tablelands, the 2 characters climb up to the top, and the Earth explodes and swallows them whole. So it's essentially the kind of revenge of climate transformation in contemporary world. Tim will explain what's going on in a second. What's interesting about the project, it does what's called boundary work, which is a term coming out of the sociology of science that tries to link different genres that usually are not put together. One is the genre of live theater, as well as the kind of technological environment of an audience wearing these head-mounted displays that enables an interplay between physical and real space. The setup very much deals with the histories, in fact, of extended reality, or say virtual, augmented, and mixed reality. Next. So VR, of course, is essentially computer-generated images that are produced in a headset that completely block out the physical world. Next. Augmented reality is imposing physical information onto that physical world, usually through screens. Next. And then mixed reality is essentially a technology that's emerged in the last 5 or 6 years. And I'm talking about worn mixed reality. This is using a technique called pass-through, which takes a virtual reality headset, and using the cameras in that device allows you to see into the physical environment. This is originally the Oculus Quest 2, which was using a black and white pass-through, and that allows you to impose digital or virtual objects or things into that environment. So the audience sees, or let's say the viewer sees, both the physical space of these cameras, but also this imposed virtual space. And now Tim will talk a little bit about the aesthetics about what's going on in this piece.
Hello, everyone. Yeah, so the visual aspect of VR is often, I think, intensely kind of intertwined with theorization about cinema and also early immersive technologies like the panorama painting. But through this work, we discovered that these early forms of media could only really take us so far. So terms like the cut, the projection, camera, mise-en-scene, all of this kind of falls apart within the context of these new XR technologies. And as stated by Chris, the work shifts between these modalities of XR. So actually in the beginning of the work, there's really zero XR technological intervention whatsoever. So it's kind of unexpected. Audiences come in expecting this XR work, and they're basically greeted with this very analog form of theater where the actors are telling the story in this very intimate setting. Then next, we move to VR, so you're completely surrounded by virtuality, and you're invited or taken by the actors to walk along a rope on this very long kind of meandering trail. And this is quite different from a lot of conventional VR works because you're actually expected to move. And once again, you're completely surrounded by virtual space. Also, we're trying to sort of take a restrained approach to the image, so it's not this kind of usual expected VR work where it's kind of a visual spectacle. Here it's really kind of restrained, and you get lost in this kind of foggy environment. This is the French version. There were 3 versions, German, French, and Italian. Yeah, so this foggy environment kind of opens up to the revealing of the tableland space. And here we're actually kind of also leaning into this black and white image that's drawn from the pastor. So it's kind of this interesting way that the sort of limitations or the early form of the technology is actually shaping the aesthetic outcome of what we're producing. And that also kind of, I think, harkens back to this sort of early cinematic aesthetic with these kind of grainy black and white images. And then finally, we move from the VR to mixed reality, so all of a sudden you can see the virtual objects, but once again can see your own body. You can see the actors again, and you can see the other participants. So we really tried to develop this dramaturgy to basically accommodate all 3 forms of this media, not just VR, not just MR. And I think you really, when both the VR and the MR are held up against one another, it really kind of reveals the perceptual nuances of the technology, because once you go from VR and you're completely closed off to the world, and then you emerge in the MR space, you really kind of see the perceptual limitations of the VR technology. And here are some examples of different spaces. So the work has to be reconfigured. These are 2 large warehouses, and then in MUTEC, a smaller black box area. And yeah, once again, the physical spaces are mapped, so these rocks actually collide into pillars in the walls, and participants are able to touch them with their hands and interact with them. What's also interesting is that the piece was first done as a radio play, recorded in audio using 3D audio for German public radio. Then it was turned into this theatrical work. And what's quite interesting is that the sound both works in 3D on the headset, but also is physical in the space itself. In Germany, there was a 49-channel audio system. So just finished with the trenches of production. So of course, what's very interesting is this is the warehouse that was where the piece was premiered in Germany. What's quite interesting is this tension that's basically called a vitality gap. Now, live actors, of course, have an incredible range of rhythm and timing. When they encountered these headsets, the idea originally of the audience would be wearing these headsets and go in and out of virtual and augmented reality. This was proved to be way beyond the technology's capabilities. Daniel Stern, an American psychologist, basically talked about this idea that physical action and mental operations become key to the act of movement. So we were thinking very much about, why do human bodies feel alive and these technologies feel so dead? And so this inability to change, to rapidly change elements in the whole production process of virtual reality
production led us to essentially transform the entire performance one day before the actual premiere in front of all the press and the major audiences in Germany, because this gap between the vitality of human bodies and the let's say the brittleness of this technology could not be overcome. So at the same time, you can see that there's very much this idea of moving back and forth between different kinds of media, from essentially the earliest form of communication, live theater, to virtual reality itself, which is an old technology coming out out of military research in the 1960s, to basically the possibilities of this mixed reality, where in fact you have, oddly enough, this anachronistic black and white pass-through in technologies that Facebook spent $10 billion in research money to realize. I just last say thank you to of course the funders, to the FRQ, but also to Deutschlandfunk, to the Kulturstiftung des Bundes in Germany, and the Canada Council for the Arts. This project produced this artwork across 6 major festivals. It produced a master's and PhD. It produced 30 international presentations and conferences, several book chapters, 30 major press articles, and a new research program in my new university based on that project in the Zurich University of the Arts. Thanks very much. Donc, on va poursuivre, mais je voudrais juste comme souligner la présence d'une quinzaine de participants en ligne. On va vous laisser la chance peut-être de poser des questions plus tard dans la rencontre. Donc, mais je vais commencer par vous expliquer un peu le fonctionnement. Donc, je vais poser des questions pour casser la glace et je vais laisser nos participants répondre dans l'audience. Donc, on a voulu mélanger les gens qui intervenaient, les panélistes, avec le public pour qu'on se sente au même niveau et qu'on soit confortable d'intervenir. Donc, je vais commencer par une première question. L'objectif, c'est pas nécessairement d'aller poser des questions très précisément sur les projets, mais de voir comment la dynamique intersectorielle impacté sur les connaissances que vous avez développées ou les méthodes que vous avez développées aussi. Donc, on veut vraiment comprendre comment ce type de recherche a évolué. Je vais commencer en m'appuyant sur le sociologue Andrew Barry et l'anthropologue et musicienne Georgina Bourne, qui ont décrit la relation interdisciplinaire entre les arts et les sciences selon 3 logiques. Donc, je vais poser trois questions avec 3 logiques différentes. Donc, la première logique vise à accroître la responsabilité sociale de la recherche en utilisant la collaboration entre artistes et scientifiques pour donner un autre visage public à la science afin de lui donner une portée sociale plus efficiente. Donc, j'aimerais bien savoir quel type de visage public votre projet donne-t-il à la science? Croyez-vous qu'il lui donne une portée sociale plus efficiente? Donc, je vais passer le micro. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir parmi les panélistes en premier? Est-ce que voulez-vous mouiller ou je vais comme me lancer sur les premiers que je vois devant moi? Oui. Donc, allô? Oui. Bon. Portée sociale. Déjà, je peux pas m'empêcher de dire que je peux pas me reconnaître dans la question parce que notre projet n'est pas un projet d'art-science, c'est un projet d'art-génie. Okay. Il y a une distinction, selon moi, assez fondamentale. Alors que plusieurs disciplines artistiques et scientifiques vont explorer le monde et tenter d'ouvrir notre connaissance du monde, l'ingénierie, par définition, c'est de la résolution de problèmes, même à la blague, quelquefois, de trouver des problèmes à résoudre ou d'en créer. Donc, l'art-génie, pour moi, est différent et la méthodologie, donc, est un peu différente aussi de l'art-science. Après ça, la portée sociale, mais je peux que parler de mon point de vue, puis je serais curieux d'entendre aussi le point de vue d'Hélène là-dessus, mais la robotique est amenée à être absolument partout, c'est une évidence, et si elle reste développé entièrement dans des laboratoires de génie, bien évidemment, on manque une grosse partie de ce qui va être nécessaire d'intégrer dans ces systèmes robotiques-là. Puis c'est malheureusement comme ça que c'est fait en ce moment, autant en recherche qu'en développement commercial et industriel. Donc c'est essentiel d'avoir cette intersectorialité-là dans le développement de la robotique, justement parce que ça va avoir ça a déjà un impact énorme, mais ça va continuer à avoir un impact de plus en plus omniprésent dans notre vie. Fait que on travaille beaucoup sur la robotique industrielle, mais évidemment, il y a la robotique de service, pour la robotique domestique qui s'en vient de plus en plus aussi. Fait que pour moi, c'est essentiel de faire ce genre de travail-là. Et même jusqu'à
inclure là-dedans l'expérience transformative des étudiants que j'ai rapidement mentionné. Donc, plein d'étudiants en génie qui ont un parcours traditionnel en génie, mais soudainement sont plongés dans ce type de projet-là, puis ça change complètement leur perception de ce qu'est leur propre travail ou ce que va être leur propre travail, puis leur impact sur la société aussi. Puis d'après moi, ça, pour moi, ça a plus d'impact même que les articles qu'on a rédigés au travers du projet ou les présentations qu'on a fait. Hélène, tu le fais parler, Hélène, puis après, on pourrait peut-être passer à Jean-Braz. Ben, je pense qu'en rencontrant aussi les publics, on a démocratisé cette idée d'approcher les robots. On a vraiment vu au cours des 4 laboratoires beaucoup plus de proximité entre les publics et les essais robotiques. On a bousculé peut-être les ingénieurs avec nos préoccupations parce que injecter l'art vivant, la poésie dans ces essais-là, ça a été un mode pour susciter en fait les perceptions transformées des publics face aux essais robotiques. Puis, on pense que ça a été un bon vecteur, ces espèces de séquences poétiques-là, pour qu'ils puissent peut-être changer leur impression puis développer plus d'empathie par rapport à ça. Puis ça, c'était parmi nos objectifs de départ, en fait, de changer un peu les perceptions. Fait que, oui, je pense qu'au niveau social, il y a eu quelques gestes concrets qui ont été posés. Je peux mentionner rapidement juste l'exemple des drones. Hein. L'essaim de drones, le retour qu'on avait beaucoup des publics, c'était très axé sur l'aspect militaire des drones. Puis le bruit qu'ils faisaient, puis les mouvements agressifs qu'ils avaient, tout tendait dans cette direction-là. Fait qu'il y a eu un gros travail pour démilitariser. Mais clairement, ça n'était pas dans nos performances, mais c'est toute l'image qui vient avec ça, qui est extrêmement lourde à défaire puis à se détacher. Là. Que nous, comme ingénieurs, on peut pas arriver à faire dans nos laboratoires. On n'a pas les compétences pour ça. Donc pour poursuivre, à la rencontre des publics, c'est vrai qu'on est très friand finalement des différents types d'expériences. Ensuite, j'ai l'impression qu'au niveau de l'éthique, quand on essaie de dire quelque chose qui se veut un peu juste, c'est compliqué de ne pas glisser entre l'emprunt artistique et une certaine forme de storytelling qui voudrait aller chercher trop des émotions là où il n'y en a pas nécessairement là. Fait que nous, dans une exposition qu'on veut mener, c'est aussi de démystifier les choses, en fait, de ramener peut-être à un degré qui est presque froid, mais pour davantage comprendre qu'est-ce qu'amène la médiation dans notre relation au réel, en fait. Et il y a peut-être aussi une responsabilité là-dedans dans les représentations qu'on fait d'un phénomène ou même de la recherche en tant que telle, et comment qu'on les communique finalement. Mais reste que créer la passion et puis ajouter du fun, c'est toujours aussi intéressant. Ça permet aussi de mobiliser la jeunesse, quoi. Oui, donc, je ne sais pas s'il y avait quelqu'un d'autre qui voulait intervenir. Chris, feel comfortable to call the shot? Yeah. So I would say something about this Georgina Born argument. So it's very interesting because in this argument about essentially this notions of publics, they talk about, Andrew and Georgina Born talk about the notion of a public experiment. And the public experiment is a critique of so-called science communication, which is part of a so-called accountability logic. That means that essentially science has to be accountable to society. So therefore, artists should work with scientists to essentially present science to the public, to publics. That's what's called science communication. In an interesting article that we did for the CBC on Animate, which is still online, big article, an interview based on the performance we showed in Rome, we discussed this question, and what we were trying to do is essentially move the tools of science. In this case, we're working a lot with sensing technologies and these, let's say, human-computer interaction of extended reality techniques that have been, as I said, developed over many, many years, but have recently come out into more general, wide mainstream culture. That we were trying to move away from science communication and instead to look at what are the emotional resonances that artistic work can produce. And in this interview with the CBC, basically we said that
the arts can't save the world. They don't have this utilitarian function. What they can do is create another kind of imaginary. And whether that imaginary is positive or negative or apocalyptic or joyful is open to debate. But what I think is very important to think about is when we were showing this work in Italy, we were in, it was a big major theater festival in the southern part of Italy. We were in Paestum, which is famous Greek ruins. And we were in an old tobacco factory. And this was essentially the same weeks that Italy was experiencing 40+ temperatures due to climate change. And so the audience was walking in this space wearing these headsets, hearing about climate change in Canada, in Newfoundland, which of course is usually wet and cold, and sweating in 42 degrees temperature. And this is very interesting because this very much aligns with this question that you don't have to have facts about science. Science is a tangible, felt thing. And that tangible phenomena is felt, I think, very much within your body. And so this was really what we were attempting to get at by using these new possibilities to push beyond this idea that science is accountable to the public because it can essentially demonstrate is what Bruno Latour called inscriptions. Actually, science is, for scientists as well, is very much about this so-called haptic creativity. It's about moving, being immersed in the knowledge that science produces. And I think this is a very appropriate framework for thinking about climate transformation. Thank you, Chris. I think you need like a conference time to finish that. Jonathan? Oui, je ne sais pas s'il y a une portée sociale, mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'un peu comme mon collègue ici a dit, les ingénieurs, comme tout le monde, quand ils envisagent leur recherche, il y a comme un problème à résoudre. Et comme dans le domaine de l'intelligence artificielle générative, souvent le problème, c'est un problème envisagé d'optimisation des processus. C'est-à-dire, faire du contenu, ça coûte cher, ça demande du travail humain, et donc, ça serait génial si on pouvait en faire l'économie, puis que ça serait automatique et cheap. Mais en vérité, je ne suis pas certain que ce problème-là est intéressant, mais c'est un problème technique intéressant. Puis moi, ce qui m'intéresse, d'une part, après, ça déplace... il y a une certaine naïveté là-dedans par rapport à l'art, puis la création, puis la culture, dans le sens où du moment que quelque chose en art devient automatisé, ça perd son intérêt tout de suite parce que ça devient commun, puis l'art est toujours dans la distinction, puis la nouveauté. Par contre, du moment que quelque chose de nouveau, une nouvelle technique a été introduite dans le monde, ça ouvre tout un champ des possibles. Et ça, c'est là que ça devient intéressant, puis à mon avis, le partenariat devient intéressant. C'est, bon, le problème pour lequel cette chose-là a été construite est peut-être pas si intéressant, mais maintenant que ça existe, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Puis, tu sais, juste, l'ordinateur a été fait pour envoyer des missiles puis calculer leur trajectoire. Mais quand c'est devenu un objet de consommation de masse, c'était pour des jeux. C'est-à-dire, avant que ça soit utile, pour quoi que ce soit d'autre, ça a été d'abord et avant tout quelque chose pour le grand public, pour des jeux. Personne n'a besoin d'envoyer des missiles dans l'espace. D'ailleurs, on fait de l'intelligence artificielle avec des cartes de jeux vidéo. Oui, ben oui, ben oui. Ben, l'intelligence artificielle a été appliquée pour les jeux d'abord, parce que c'est un problème simple, intéressant, puis après, ça a pu se développer. Mais enfin, donc, ça permet d'ouvrir le champ des possibles, très certainement. Donc, oui, écoutez, il y a d'autres logiques, mais on peut peut-être rapidement, avec Yann et toi, terminer cette phase. Écoute, en fait, moi, j'aurais invité Olivier, qui est mon collègue de l'ETS, parce que dans le fond, dans les communautés sociales, il y a aussi les profs et nous, et nos étudiants, on fait partie de la société aussi. Puis pour témoigner en fait de qu'est-ce que c'est de réfléchir le gameplay qu'on a fait là, je sais que je te prends un petit peu au dépourvu, mais de ton point de vue, tu sais, trouver une manière de rendre ton travail et les objets dans lesquels tu travailles jouables. Donc merci. Donc je m'appelle Olivier, je suis professeur enseignant à l'ETS. Je ne suis pas ingénieur, contrairement à la plupart des professeurs de l'ETS. Je suis physicien de formation. Je suis un spécialiste de l'informatique quantique, donc tout ce qui est ordinateur quantique, physique quantique. Qui est un domaine assez, au départ au moins, assez loin de l'utilitaire, plutôt dans la compréhension du monde qui nous entoure, comment est-ce qu'on peut rendre compte de ce qui nous entoure.
la physique quantique a toujours eu cette aura de mystère, pas pour des bonnes raisons, je crois. Puis, il y a de plus en plus d'applications à la physique quantique. L'ordinateur quantique a beaucoup d'éclairage médiatique en ce moment, à tort ou à raison. Et je pense que c'est important de pouvoir venir expliquer aux gens, de leur donner une impression, peut-être pas une explication, mais leur donner une sensation de ce qu'est un ordinateur quantique, ce qu'est la physique quantique. Puis le défi est particulièrement difficile parce que c'est quelque chose qui est très loin de nos expériences sensibles de tous les jours. Habituellement, on fait des analogies avec ce qui nous entoure. Il y a très, très peu d'objets à notre échelle qui ont des phénomènes, qui présentent des phénomènes quantiques. Donc, je me suis retrouvé dans le projet Intrigo, justement, pour voir si l'art pouvait être un médium pour essayer de transmettre une impression, d'essayer de faire comprendre la mécanique quantique ou à tout le moins de lever ce voile mystérieux sur la physique quantique en essayant une approche qui est complètement différente. Il y a eu quelques tentatives, par exemple des jeux vidéo, donc des tentatives ludiques d'amener les gens à manipuler des objets à saveur quantique. Puis là, on y va avec une couche plus loin, donc avec un gameplay, mais aussi avec une œuvre d'art qui va permettre, j'espère, de démocratiser un peu la physique quantique. Donc voilà, en 2 minutes, excusez-moi pour mon retard. Et merci beaucoup, ça l'amène un autre point de vue. Je vais passer le micro à Yann, puis on va essayer de passer à une autre logique par la suite pour laisser du temps à la salle d'intervenir. Merci. Donc, ce qui me vient à l'esprit à travers les différentes interventions, c'est Jean-Paul Fourmentreau parle d'œuvres frontières quand il traite de l'œuvre d'art comme étant un point de rencontre entre plusieurs disciplines, entre l'art, la science, la technologie, etc. Et dans la logique des boundary objects qui proviennent probablement plus de la sociologie puis de l'étude des musées et des artefacts dans les musées, l'idée étant qu'un objet frontière, c'est pas seulement un objet matériel, mais aussi un objet immatériel, donc un enjeu. Et je crois que Chris en a fait mention dans sa présentation, et je trouve que l'objet frontière est un concept fertile si on veut traiter des relations entre les dimensions sociales à travers les différents secteurs pour la création artistique. Donc, c'est un objet qui peut créer l'intersectorialité en soi. Donc, la deuxième logique est mise sur l'expérimentation, sinon sur le détournement des technologies par les artistes afin de produire de nouveaux outils, de nouvelles applications qui peuvent ensuite être valorisées par l'industrie, ouvrir des débouchés économiques. Donc, vous me voyez venir probablement. Voyez-vous votre approche comme un détournement, premièrement? Et deuxièmement, pensez-vous qu'elle puisse mener à des débouchés économiques? Oui, c'est possible. Oui, OK. Merci. Je voulais faire un petit témoignage de tout ce que j'ai entendu parce que moi aussi, je fais une recherche doctorale art-sciences et récemment, j'ai invité lors d'un séminaire 12 experts de différents domaines, des sciences et du design, à mon invitation donc, en tant que designer. Et je leur ai posé cette question, qu'est-ce que c'est la couleur pour vous? J'ai peut-être pas expliqué que je travaille sur les teintures, la toxicité de l'industrie textile. Et donc, pour ça, je trouve ça pertinent d'intervenir sur la portée un peu sociale, voire économique et industrielle que j'amène dans ma recherche. Donc, quand j'ai posé cette question de dire à chacun de mes intervenants, qu'est-ce que c'est la couleur pour vous? Comme cette question venait d'un designer, les réponses venaient tout de même de la part des scientifiques. Et elles étaient vraiment autour de l'esthétique. La couleur, la sensibilité, je trouve ça beau. Et j'ai reformulé ma question en disant, mais si tu mettais les lunettes de ta discipline, par exemple l'écotoxicologiste ou l'épidémiologiste, vraiment le scientifique en toi, comment tu vas aborder cette couleur-là? Et là, tout de suite, ça a apporté une autre dimension et une réflexion aussi qui disait que finalement, si l'écotoxicologiste en interaction avec le designer et l'artiste réfléchit à la façon dont on va créer les couleurs, on a plus de chances que les teintures qu'on porte soient moins toxiques. Donc c'est une question de mettre des lunettes en fait. Et aussi ce qui m'avait choqué lors de notre rencontre, et d'ailleurs cette rencontre est enregistrée, si vous intéresse, ça s'appelle les zones grises de la couleur. Ça dure 3 heures et c'est sur YouTube. Donc vous verrez ces 12 personnes qui échangent, des historiens, des personnes qui spécialisées en analyse du cycle de vie, des personnes qui travaillent la teinture, des ethnographes, des designers, des artistes. Comment on réfléchit tous ensemble autour de la couleur? Et souvent, quand c'était l'artiste qui prenait le micro, il me disait, moi, je me sens comme un imposteur ici.
Et donc, j'ai dû leur apprendre, dire, mais non, tu n'es pas un imposteur, tu fais complètement partie de la conversation. Donc, vraiment de se dire quelle langue on parle, en fait, et puis quel est cet espace où on se rencontre pour avoir la discussion. Voilà, c'était mon petit témoignage. Merci. Est-ce qu'il y a des panélistes qui veulent poursuivre? Donc, comment on arrive à associer détournement et valorisation économique? Timothée, tu voulais parler? Oui. Yeah, I think at the beginning I was sort of aligning myself to what Chris was saying, and I think it's quite evident in everyone's projects, is moving away from this sort of direct science communication that's very didactic and one-to-one kind of mapping of scientific information. And I think that allows people to do something which the industry may not even think of or have a desire to do, both from like a technical and also conceptual level. For example, like this pass-through technology that we were using with the Quest 2 wasn't actually designed whatsoever to be used in this context. It's basically just to draw a safety boundary so you don't run into a wall. And also, it wasn't even, it's meant to be used in a kind of living room environment, so expanding that outside into these huge warehouse environments. And also, I think using these technologies in these very, very experimental ways, you maybe avoid making a kind of tech demo of these technologies, because already, for instance, this pass-through in the past 6 months has been kind of upgraded with full 4K color images, but that doesn't really matter because the kind of technology is incidental to the broader kind of artistic work that's happening, the kind of with and outside of the industry's goals, maybe. Can I just say one quick thing to complement that? And it's just something the audience might not know, but I think it's important in terms of this larger discussion. This idea of an innovation logic that Georgina Bourne and Andrew Barry are talking about, interestingly enough, responds to an idea that Michael Century, Canadian, a scholar, came up with called the Studio Lab, which again, innovation is based on artists and technologists working together. And that was a concept formulated by Michael Century and Terry Bardini in reference to new art and science and technology formations in the late 1990s and early 2000s. And among their discussions was a center called Hexagram in 2001 and 2002. And now you see the transformation of Hexagram away from that Studio Lab model and perhaps toward this intersectorial idea of a knowledge network as opposed to simply a instrumentalized tool for industry. Oui, ben le détournement, il y en a un direct dans notre approche parce que une technologie qu'on utilise, c'est la détection d'anomalies qui, dans le fond, était pour repérer des choses indésirables. Par exemple, si quelqu'un vole notre carte de crédit puis fait une transaction qui ressemble pas à celle qu'on fait d'habitude, ben faut que ce soit identifié parce que c'est un problème. Mais dans le cas d'une recherche de choses différentes dans une masse de données, l'anomalie, au contraire, est valorisée. C'est-à-dire, c'est ce qui est différent qui est intéressant. Tout ce qui est commun est en quelque sorte à filtrer. Puis, ben, il faut repérer ça. Après, les valeurs commerciales, ben, peut-être. Je pense qu'on va vivre dans un monde où la surabondance des données puis des contenus, ben, on vit déjà là-dedans. Donc, toute chose qui va nous permettre de naviguer là-dedans ou de valoriser va peut-être être utile commercialement. Je sais pas. D'ailleurs, Vannevar Bush, qui avait présidé un peu les nouvelles, disons, l'orientation scientifique après la Deuxième Guerre mondiale, disait qu'il va y avoir un nouveau métier, que ça va être des trailblazers d'information, des gens qui vont être spécialisés à faire le ménage ou à tracer des chemins dans l'information pour que les gens puissent se retrouver. Donc, c'est un enjeu important. Est-ce qu'il y avait... oui? J'étais caché. Ben, on rencontre de nouvelles idées des fois. Mais en fait, non, nouvelles idées, c'est vraiment une bonne manière de le dire. Des idées de rupture. Oh non, pas la rupture. Tu sais, il y a une sorte de vocabulaire qui est un peu redondant, qu'on veut toujours affliger à ce qu'on fait, là, pour être trendy, qui, en fait, à mon avis, cache beaucoup de notre travail. Mais c'est vrai que quand on rencontre une idée qui n'était pas dans l'objectif, ben là, on ne sait plus trop où la mettre. Puis, ça serait le fun de la valoriser, mais où c'est qu'on la transporte pour qu'elle soit valorisée?
Je ne sais pas si je suis personnellement pour les filtres, rajouter plus de filtres, parce que si on rajoute plus de filtres, est-ce qu'on va arriver finalement à savoir vraiment, arriver à anticiper, est-ce qu'une idée peut changer quelque chose ou pas? Je suis un peu suspect sur les notions de comité, filtre, etc. Là. Mais par contre, s'il y a des volontés de nous amener à faire plus de valorisation, il faut enligner les flûtes pour que cette valorisation sorte vraiment aussi, au fond. À mon avis, là, en termes de politique. Oui, mais c'est vrai. On va passer à la dernière logique, parce que je veux laisser du temps à la salle aussi pour des questions qui viennent des angles morts que nous, on n'a pas vus. Donc, la dernière logique joue un rôle plus fondamental. Moi, c'est la logique que je préfère. Elle cherche moins à rendre l'art ou la science responsable ou innovante qu'à modifier les modes de pensée existants sur la nature de l'art et de la science, ainsi qu'à transformer les relations entre les artistes et les scientifiques. On a déjà beaucoup d'exemples depuis le début de la rencontre, mais aussi envers leurs objets de recherche. Donc, comment changer nos orientations face aux objets de recherche et leurs publics respectifs. Donc, reconnaissez-vous cette logique dans la dynamique intersectorielle de votre approche? Donc, est-ce que ça change votre perception des objets de recherche que vous avez entre les mains et votre rapport au public à laquelle ça s'adresse? Et sinon, avez-vous constaté l'émergence ou la présence d'une autre forme de logique? Donc, est-ce que cette logique-là de remise en question entre scientifiques et artistes est présente dans votre travail? Et j'aimerais savoir s'il y a d'autres choses qui ont émergé aussi qu'on n'a pas réussi déjà à modéliser. Est-ce qu'il y a des gens qui n'ont pas encore intervenu dans le panel que je vois? Oui, vas-y. Hein. Je suis tout proche, là. Je me suis collé. Hein, c'est plus simple. Tu vas avoir ton jeton de présence. Ah, merci. J'ai mon repas dans la poche. Après, c'est le problème du modèle, non? Et puis là, je vais m'adresser peut-être à d'autres personnes qui sont meilleures que moi là-dedans. Comment qu'on fait pour... Est-ce que le modèle est précis ou pas? Et qu'est-ce qu'on échappe quand on modélise? Je vous regardais en particulier parce que nous, artistes, on a tendance à vouloir modéliser tranquillement pour pouvoir éventuellement rendre des choses interactives ou leur faire dire des choses. Mais dans certains cas, si on cherchait à voir nos angles morts, peut-être qu'à plusieurs, ça fonctionne. Peut-être que si on combine nos angles morts, on va y arriver. Sauf si on regarde tous dans la même direction. Mais je vais peut-être avoir une réponse très terre-à-terre comparée aux interventions précédentes. Déjà, pour amener vers l'industrie, pour revenir sur la logique précédente avant d'aller dans celle-ci, il y a un domaine en robotique qui a émergé, qui a toujours été là, mais qui émerge en termes de reconnaissance scientifique dans notre domaine, qu'on appelle la robotique de terrain, le field robotics. Il commence à avoir des journaux, des conférences et tout un écosystème qui se construit autour de ça. Par exemple, on a des industries, une des industries, disons, les plus qui gruge le plus économiquement en Amérique du Nord, l'industrie de la construction, qui est la moins automatisée, la plus archaïque à certains niveaux en termes de technologie, qui ont beaucoup discuté à faire l'introduction technologique. Et donc, il y a beaucoup de travaux qui vont juste essayer de percer ce milieu-là, juste le terrain. Et puis donc, ma vision, c'est de dire que les performances artistiques et la collaboration avec les artistes est un terrain, au même titre que ce type de terrain-là. Donc, qui sort les technologies des laboratoires pour essayer de provoquer finalement, puis de pousser leurs limites. Puis donc, ça amène tout plein de problèmes à résoudre, encore une fois, d'un point de vue ingénierie, là, super intéressant. Au même titre que d'amener un robot sur un chantier de construction peut être très intéressant, même s'il n'y a pas de contribution fondamentale scientifique sur le système robotique, mais juste de le sortir du laboratoire pour l'amener là, ça amène tout plein de contributions essentielles, selon moi, puis qui vont devenir essentielles à l'économie, à différents secteurs économiques. Bon, après ça, sur les expériences transformatives, je pense qu'on en a parlé dans notre présentation. C'était au cœur de ce qu'on voulait faire. Selon moi, à l'ETS, c'est ce que j'essaie de faire par la formation au premier cycle autant qu'au cycle supérieur, d'avoir plus d'interaction avec l'école de design de l'UQAM, avec des projets artistiques, pour essayer justement de faire réfléchir les étudiants en génie hors
hors de leur vision extrêmement résolution de problèmes, mais très, très appliquée sur les modèles, justement, mais on essaie de reproduire ce qui existe déjà. On s'assure de bien maîtriser la connaissance précédente en génie pour être capable d'utiliser ces outils-là. C'est essentiel, mais selon moi, les ingénieurs ont besoin d'avoir une vue beaucoup plus holistique de la société. Puis on a certains cours, c'est sûr, on a des cours d'éthique, on a des cours de sociologie qui sont obligatoires dans toutes les formations en génie, mais c'est pas suffisant. Puis l'apprentissage par l'expérience, par des projets de ce type-là, selon moi, c'est des expériences, selon moi, puis selon les témoignages qu'on a eus aussi dans le projet, c'est vraiment des expériences qui changent complètement leur vision des outils qu'ils travaillent puis des outils qu'ils développent. Selon moi, ça, c'est essentiel comme expérience. Je sais que j'ai déjà eu une expérience avec des ingénieurs qui avaient travaillé dans le militaire, entre autres, et on fragmente beaucoup le travail de l'ingénieur pour que l'ingénieur ne connaisse pas tout le projet au complet, pour des raisons de sécurité. Et ce qu'il avait apprécié de travailler sur un projet artistique, c'est « Ah oui, je comprends l'impact de mon travail dans l'entièreté du projet. » Parce qu'en général, on me cache l'ensemble du projet pour que je règle un problème très, très précis que personne d'autre va comprendre et que comme ça, on arrive à avoir un objet sécuritaire et secret. Mais l'œuvre d'art m'a permis de dire, mais, enfin, non seulement je peux savoir ce que j'ai fait, c'est quoi mon impact, mais je peux aussi inviter ma blonde et voir quelque chose que j'ai fait qu'elle peut comprendre. Donc, de voir l'impact de mon travail puis lui donner une forme finale, et plutôt que simplement avoir un circuit électronique ou une équation qui est lisible par peu de personnes, finalement. Bien, je pense que le secteur militaire est particulier, c'est sûr, dans le génie. La tendance depuis déjà 2 décennies est beaucoup plus à la conception intégrée, qu'on appelle, donc avec tous les parties prenantes, les stakeholders qui sont autour de la table pour qu'on comprenne dès les premières étapes de la conception l'impact que ça peut avoir. Puis, dans la plupart des écoles de génie, on essaie d'enseigner un peu le concept d'empathie, tiré du design thinking, tout ça, mais bon, ça reste des bribes, puis ça reste théorique avec peu d'applications parce qu'on reste à l'interne d'une université entre étudiants en génie puis industries généralement qui sont aussi des industries conventionnelles de génie. Fait que juste par exemple, si je prends ça, de mettre en application l'empathie, de voir, OK, je l'ai vu dans, je sais pas, en 1h30 dans un cours, là. Maintenant que j'essaie de comprendre vraiment c'est quoi de le mettre en pratique, c'est complètement différent. C'est sûr, ça amène la compréhension des ingénieurs sur ce concept-là, par exemple, là, à un autre niveau, là. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui voulaient intervenir sur cette question? Oui? Juste rapidement, il y a un angle qui est très pragmatique aussi, puis très basique, mais que des fois, on surfe dessus, c'est les questions de carrière et de discipline. Parce que quand je parle avec des collègues en informatique, la question, c'est toujours un peu, ça va me donner quoi? Puis, c'est pas parce qu'ils sont de mauvais joueurs, c'est parce que leur temps doit être investi dans quelque chose qui va les avancer eux, ou s'ils sont seniors, qui va avancer leurs étudiants, puis que ça vaut la peine pour eux. Donc, c'est à la fois productif et intéressant, mais des fois un peu frustrant de dire, bon, y a-t-il un angle là-dedans où quelqu'un qui fait une maîtrise en informatique va pouvoir publier quelque chose parce que dans son domaine, de dire c'est un objet intéressant, qui est expressif et esthétiquement différent, ça va aller nulle part. Et donc, il faut comme trancher ça pour que chacun ait un peu une part du gâteau. C'est un problème intéressant, mais aussi, c'est ça, c'est un problème aussi. Oui. Chris? Sorry, Jonathan. I wanted to pick up a little bit what Jean was saying, is that I think it's important, I think in this kind of general discussion, in the general context of the PRISM program, to think about this ontological logic, because this cuts right to the chase of really around the politics of knowledge. And if you try to think about this, when these disciplines come together and this boundary object is forming, or people are looking for the boundary object, so what are the kinds of transformations? Because the point about this ontological logic is there's a political transformation of how one knows something, knows the world. So on the one side, you can say, okay, when different disciplines come together, there's a mixing or even transforming of the way people do things, i.e. methodology or method. So someone poses a question differently than before they met the other person they're collaborating with, or, you know. The second is that
context of scientific or artistic research changes. Here's a good example, even a very simple, very small scale thing with something like Animate. Normally engineers in computer music are building things for conferences and demos, and it has to work until then. And then if it dies, it doesn't matter, because once they've written the paper, it's over. This is in research. The minute you have to design a technology that runs out in the real world with the public, or like say in the wild, you have a very different design mandate and understanding of what you're building. And I think the third thing that's interesting is that when you have these different disciplines coming together, that people start to become aware in good projects with the boundaries of this disciplinary logic. And what this requires is a kind of emerging reflexivity of the position one is in as a researcher within the context of what they're doing. And so that means that you're suddenly no longer aware just about the project, but you become aware of the boundaries of knowledge in your discipline, and why those boundaries are there, and what brought those boundaries to be, even trying to solve simple problems or address certain questions. And I think that these three kind of ways of thinking are what these kinds of PRISM projects make possible, as opposed to just sociologists thinking about this and writing about it. Here's the proof of the pudding is in the eating, how those things have to operate in material practice. Oui, je pense qu'on pourrait peut-être prendre une question qui vient de Zoom pour pouvoir garder nos gens actifs. Est-ce que vous avez une première question? Oui. Oui. Oui, allô? Oui, bonjour. Donc, moi, je vais relayer la question de Mayra Morales dans le chat qui nous a posé une question en anglais. Il y avait deux questions, dont une qui était plus reliée à la mécanique quantique, mais on a un petit peu abordé le sujet tout à l'heure avec Olivier. Donc, je me permets de relayer la première. Je vais la lire en anglais. Can you talk a bit more about the behavior of what you call emergent? Ça fait référence au moment où David a présenté le projet avec les comportements émergents. Donc, comment la perspective des comportements émergents peut informer la conception de la recherche-création. OK. C'est bien. L'émergence. Je vais aller vers mes ténors. Bonne question. Je pense que ce qu'on s'est rendu compte au fur et à mesure du projet, tu me corrigeras, Hélène, si je dis des bêtises, ce qui m'arrive trop souvent, c'est que on avait finalement un processus émergent dans le sens où on apprenait des deux côtés un peu comment fonctionnaient les systèmes robotiques autant que ce qui était l'intelligence dessin. Puis là, par apprendre des deux côtés, il y avait des étudiants aussi qui venaient de commencer, qui apprenaient donc c'était quoi cette matière-là, ce concept-là. Et au travers de cet apprentissage-là, donc il y avait beaucoup d'exploration et donc de ces petites règles simples-là d'ateliers de communication un à un. On a présenté plusieurs duos qui ont émergé de notre projet. Donc, ça a fait émerger différents comportements, ce qu'on appelle du behavioral composition, donc la composition de mouvements émergents, de comportements émergents. Après ça, de dire, on ne s'est pas inspiré des essaims ou de leur fonctionnement réellement pour développer une méthodologie ou pour voir comment ça pourrait avoir un impact sur la recherche-création. C'est plus par notre travail sur les essaims qu'on a fini par se rendre compte que on avait un processus finalement assez similaire à ce que les essaims qu'on travaillait avaient finalement. Donc, on s'imposait des petites règles simples, des petits objectifs, là, disons, à plus court terme. On avait une vision peut-être locale, si je reprends la terminologie des essaims. Et puis, de ça émergeait tout le temps quelque chose, des dramaturgies, entre autres, ou quelque chose qui était un comportement de groupe qui pouvait avoir une pertinence autant pour l'exploration de l'expressivité de ces essaims-là, ce qui est mon fil de recherche, que pour la performance artistique. Donc, tout part du local pour croire dans du global, finalement, en bout de ligne, par addition. Oui, puis du local dans le sens individu aussi, ou duo plutôt, pour après ça se rendre vers un groupe, un essaim, finalement. La conversation au forum. Oui, c'est ça. Oui,
l'émergence, en fait, puis le concept d'essaim, ça a été aussi assez révélateur. En tant que collectif, on était une très, très grande équipe. On s'est rendu compte qu'on fonctionnait aussi comme un essaim, puis que le leadership était distribué, les rôles étaient interchangeables. Et puis, au fur et à mesure, on a vraiment appris des émergences de chacun. Puis, je pense aussi qu'on est passé des simulations d'écran au concret aussi, puis qu'on s'est rendu compte de tout ce qui émergeait en termes de problèmes, en fait, de passer des simulations d'écran à des grands espaces. On a travaillé 2 semaines ici en février-mars. Donc, ça a fait développer finalement un système de localisation, de positionnement des essaims pour qu'ils puissent communiquer entre eux, pour exprimer des comportements émergents, justement. Et puis, on a beaucoup travaillé à faire des liens entre l'improvisation, les consignes d'improvisation, les scores qu'on appelle aussi en anglais, puis les systèmes de programmation. Donc, cette espèce de croisement-là fait en sorte que notre méthodologie est partie de certaines émergences, puis que notre travail en essaim aussi informé la façon de travailler. Puis les publics aussi, on les a organisés, on a organisé les performances installations pour un public en déambulation. Et le public allait vers des points d'attraction, des points de dispersion, des points où les gens se retrouvaient peut-être à déambuler en poursuite, en réaction avec ce qui se passait en émergence. L'approche top-down versus bottom-up qu'on a beaucoup en ingénierie, en fait, les deux sont souvent en opposition en ingénierie. On les a expérimentés, peut-être malgré nous, mais au bénéfice du projet, à l'intérieur de ce projet-là aussi. C'est-à-dire que ce qu'Hélène vient de parler, peut-être plus une approche top-down, qui est plus classique en intelligence dessin pour se rendre jusqu'au système robotique. Mais on avait donc parmi l'équipe des personnes qui étaient vraiment au niveau de la manipulation, marionnettistes, entre autres, Marcel Hudon, qui, jour 1, elle voulait avoir une manette dans les mains puis voir comment ça bougeait, ce truc-là. Et donc, tous ces groupes-là, qui sont partis dans différentes directions, se rejoignaient tout le temps, puis venaient apporter leur contribution. Tout ça, ça a été des lignes en parallèle qui ont émergé d'interactions locales entre Marcel, qui va avoir un étudiant qui est, par exemple, chargé de laboratoire dans ça, puis qui dit « OK, montre-moi ce que tu montres aux étudiants, je vais voir comment je peux le téléguider. » Puis là, ensemble, ils développent des outils, ils développent une communication, ils développent un langage, puis après ça, ils ramènent ça dans l'ensemble du groupe. Puis on fait « Ah oui, OK, mais là, on peut utiliser ça avec tout le monde, puis on peut faire beaucoup plus avec ça. » Sinon, est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a peut-être une question de la salle, parce qu'on est quand même 2 fois plus nombreux dans la salle. Je voudrais comme garder ça équilibré. Est-ce qu'il y a une question de la salle? Oui. Bonjour, merci à tous les présentateurs, présentatrices. Quand j'entends parler des essaims, par exemple, et tout ça, moi, il y a un mot qui me saute comme ça à l'esprit, c'est le mot politique. En fait, donc je me demande si vous discutez justement des permutations politiques à l'intérieur de ces regroupements de recherche, de traverser des frontières, des rôles, en fait, du pouvoir aussi. Qui détient quoi et qu'est-ce qui est visible et invisible dans tout ça. Est-ce que vous touchez à cet aspect-là? Parce que pour moi, c'est pas juste les sciences sociales non plus. Là, on déborde carrément du cadre comme ça. Parce que souvent, on a des leaders de la recherche, des responsables, etc., etc. J'ai entendu beaucoup parler d'hierarchie sans qu'on les nomme. Les étudiants au doctorat, les étudiants à la maîtrise, etc. Donc, c'est juste une question ouverte. Je ne sais même pas si c'est une question. Une provocation? Oui. Est-ce qu'il y a des politiciens dans la salle? Oui? Bon, en tant qu'étudiante, je ne sais pas. Merci beaucoup. Ben oui, justement, en tant qu'étudiant, comment on se situe dans un projet? Est-ce qu'on a une légitimité? Est-ce qu'on a le syndrome de l'imposteur? Je pense qu'on l'a tous à un moment ou à un autre. Et en fait, dans un projet
comme ça qui se définit souvent comme un collectif. Je pense qu'il y a toujours une hiérarchie. On ne pourra jamais dire que non, il n'y a pas de hiérarchie, que tout le monde... Mais ce n'est pas forcément une hiérarchie de pouvoir, c'est peut-être plus une hiérarchie de savoir avec quelqu'un qui peut nous apporter quelque chose. Donc ce n'est pas forcément quelque chose qui est à bannir non plus, parce que selon moi, justement, ça permet un apprentissage qui est important dans notre recherche et dans notre parcours. Et de tous les points de vue des différents intervenants de ce projet-là, dans le projet Intrigo, il y avait tant des artistes que des ingénieurs, que des professeurs, que des physiciens. Et en fait, personnellement, moi, je suis ni physicienne, ni artiste, ni professeur, mais pour autant, j'ai pas eu l'impression d'avoir cette hiérarchisation et une décrédibilisation de mes idées et de ce que j'avançais, parce que c'était vraiment comme une table ronde continuelle. En plus, on s'est servi de processus de co-création comme le design thinking, donc c'est-à-dire se laisser partir dans des endroits... on parlait d'angle mort tout à l'heure, dans des endroits auxquels on n'avait pas forcément pensé, qui ne sont pas forcément la solution non plus, mais ce qui n'était pas vraiment ce qu'on cherchait. On ne cherchait pas de solution, on cherchait des questions, et toutes les questions étaient bonnes à prendre. Et il y avait vraiment une collaboration plus qu'une hiérarchisation entre les professeurs et leurs étudiants. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai ressenti, moi, dans notre projet. Je pense que c'est... voilà. John, can you briefly translate the question to Tim? I think he might have an interesting response to it, just so he can get. We are talking about, but it was more a comment than a question. It's like about a comment, yeah. Like the relationship between our relationship. Somebody heard that behind this narrative there is some politics, like relationships that are built and not unveiled. No, so what do you think about the relationship between the different stakeholders in the project? So what is the politic of collaboration or hierarchy in those? Yeah, that's a good question. I think probably the production of projects in these very particular academic contexts is interesting because I think there's probably this sort of pool of specialists or kind of specialists in training that can be deployed for certain aspects of a project, and I think it's interesting how it's all kept under this kind of umbrella in some way. And I think also there are probably unexpected collaborations that emerge, like even working, for instance, on our project, we had someone who came from a machine learning background. We had Puneet Jain, we had Pierre Uro from McGill, who was developing kind of instruments. And also I think another interesting aspect is the kind of offshoots of research that emerge from the central research production. So I think, for instance, Pierre is thinking about these kind of emergent behaviors with XR that started in this Animate project, but now is translating that into this kind of broader work about interactions with using kind of XR and theater within sort of musical production. It's interesting. But we also had very much intersecting with many stakeholders from the press, like the CBC, to professional actors, to curators, to newspaper journalists. So it was very, very interesting that, that again, the minute this work moves out of a kind of certain kind of, let's say, the protected space of research and it enters out into another context, which is, I wouldn't say there's a difference between, let's say, the real world and the university, but let's say there's different scales of impact that happen. And so, the whole team was having to interact and intersect with a whole range of stakeholders in the project that was very different than being inside the lab. Yeah, for instance, working with people from theater, choreographers, people doing scenography, and also thinking about the different publics for the work. For instance, in Weimar or Italy, these were theater festivals, so they had a kind of different conception of this
technology that you're mounting on your head versus, for instance, MUTEC, which is a media arts festival here in Montreal. So different publics having different perceptions of the work. What is the main difference? Good question. I think there's probably more skepticism within the theater community using this media, but I think that's also can be more interesting in some ways. It has a lot to do with the way people understand the notion of immersion. So in MUTEC, you have a lot of people coming out of that saw the piece that come from film and festivals, like film festivals that talk about immersion. And they expect immersion to be basically a complete experience inside this headset. So the minute you mix the real world and actors and real space together with the, you mess up the beauty of the internal, computer generated image. Those people could not, they had no idea how to measure this thing because they was like, but they're real people, like they're not just virtual figures. And then the people in the theater are not used to virtual reality, but they were held, let's say, captive in a good way. Because there was a story, as Tim said earlier, we did not want to essentially create a technical demo of how you might demonstrate climate change. We wanted to have a narrative that what people would identify with, or at least have a relationship to. And so the theater audiences were held together, or let's say held on by the story, and so it didn't seem to be another kind of just a media demonstration. Encore un petit témoignage, oui, pour le lien avec la politique et puis les publics aussi. Donc, cette année, j'ai eu la chance de faire un programme qui s'appelle Public Scholar à Concordia, organisé par The School of Graduate Studies. Et pour commencer, on avait une formation de 7 semaines où là, il fallait qu'on décide, en fait, pas qu'on décide, mais qu'on identifie nos publics. Quels sont nos publics, à qui on adresse la recherche? Et une fois qu'on avait identifié ces publics-là, donc moi j'en avais plusieurs, j'avais par exemple 3 publics. Le grand public, les designers et les décideurs politiques et industriels. Donc comment je vais parler à ces publics-là et donc c'était vraiment intéressant d'inclure des stratégies pour aller s'adresser en fait et contacter les politiciens. Donc comment... Et vraiment, là, on découvrait comment les projets de loi se construisent finalement et comment, en incluant aussi ces politiciens dans cette conversation multidisciplinaire de la recherche, elles pouvaient avoir un impact sur la société finalement. Donc ça, c'est vraiment une ouverture intéressante que j'ai découverte dans ce programme. Merci. Je pense que je vais laisser une autre chance au public en ligne de réagir. Si tu peux choisir une question qui touche vraiment le contexte de l'intersectorialité, si possible. Oui, je vais faire de mon mieux parce qu'on a comme 2 questions là, en suspens. Là, je sais qu'il reste peu de temps. On avait une question qui était plus au niveau des défaillances techniques quand il y a des démonstrations. J'imagine que ça touche tout le monde. Fait qu'on a ça. Puis on avait aussi une question, un grand sujet, une grande boîte à ouvrir à 5 minutes de la fin qui était sur la réflexion sur les conséquences de l'utilisation des technologies digitales puis des productions artistiques à large échelle dans un contexte de changement climatique, sachant les ressources qui sont utilisées, qu'est-ce que ça coûte en termes d'énergie, de consommation d'énergie et d'eau. Donc, je sais que Chris a commencé à s'exprimer sur le chat. Oui, c'est une question qui revient souvent, c'est-à-dire quand on parle de changement climatique, l'impact d'en parler. Oui, mais on pourrait aussi poser la question de l'impact de ne pas en parler. Donc, est-ce que quelqu'un veut réagir? Je vais parler de la première question. Parce que ça me permet de parler d'émergence aussi, puis peut-être mes collègues ont ce genre d'expérience, mais notre système est très émergent aussi. Et l'émergence, c'est désirable, c'est vu comme un genre de saint graal de l'informatique. C'est beau, c'est esthétiquement satisfaisant que peu de règles peut générer des comportements émergents. Tu sais, l'algorithme de Boyd, je l'admire encore merveilleusement. Mais la vérité, c'est aussi que l'émergence, 90% du temps, c'est des comportements indésirables. Puis, ça arrive à tout moment. Donc, dès que tu as un système qui est imprévisible, tu fais une démonstration, puis ça part en couille, honnêtement, puis c'est pas exactement là où tu voudrais. Puis si tu veux t'assurer qu'à chaque démonstration, ça présente son meilleur jour, tu vas exactement à l'encontre de la chose qui t'a amené là. Et
c'est une tension, disons-le comme ça. Oui, Donc oui, ça casse des fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir? On a encore du temps pour une autre question, sinon? Oui, Edwige. Edwige? Ouais? Edwige, excuse. Non, pour la question sur le changement climatique, l'anthropocène et le numérique, je crois que c'est une question dont on ne peut pas faire l'impasse, en fait. En France, aujourd'hui, il y a de plus en plus maintenant des critères qui doivent répondre à cette problématique-là. Et notamment, David Saint-Onge, quand tu dis que le progrès technique, robotique est inéluctable, et je ne sais pas si c'est encore un discours qui tient. Et je me demande, voilà, en fait, toute la question est le recyclage aussi. Et nous, on va devoir rendre des comptes, en tout cas aujourd'hui, sur l'empreinte carbone des installations artistiques. Et je pense que ça va arriver aussi au Canada. Bon. David, est-ce que tu veux répondre? Non, on a un début de débat. On a 5 minutes pour faire un débat. Non, mais c'est une critique assez conventionnelle, puis qui est souvent mal avisée de la réalité industrielle. La réalité des systèmes robotiques, de notre côté aussi, doit être faite de façon responsable et éco-responsable. Et pour mentionner les chantiers de construction, par exemple, c'est un domaine où on peut être beaucoup plus éco-responsable avec l'automatisation que sans. Donc, je pense que c'est surtout cette réflexion-là qu'il faut avoir avec l'automatisation et la robotique. Puis oui, je continue à croire qu'elle est inéluctable, mais il faut qu'elle soit bien faite, c'est sûr. Mais il ne faut pas oublier qu'au 19e siècle, les machines ont permis d'abolir l'esclavagisme, c'est-à-dire de déléguer aux machines un travail éreintant. Et je veux dire, on oublie souvent que mais le robot veut dire esclave, entre autres. Donc, pour ajouter à la provocation. Je ne sais pas si vous savez, c'est quoi la première chose que vous pouvez faire pour réduire votre empreinte carbone? Ce n'est pas manger de la viande, ça c'est la deuxième. Ce n'est pas arrêter de faire un voyage de moins par année, ça je pense c'est la troisième ou la quatrième. La première, c'est d'avoir un enfant de moins que ce que vous aviez prévu. Donc les humains, surtout les Occidentaux, sont très, très polluants. Alors, peut-être si on nous remplace un peu par des robots, c'est peut-être pas une mauvaise chose. Voilà ma provocation. Ça, il faut pas faire naître un occidental autant que possible. Je voulais juste répondre aussi à David Saint-Onge. En France, en fait, toute la question de la bifurcation de l'industrie. Aujourd'hui, les industriels, l'industrie repose sur une bifurcation et repose sur la clé de voûte de la notion de progrès. Et aujourd'hui, il y a des débats justement sur comment réorienter l'industrie pour servir l'écologie. Mais là, c'est une autre question d'éducation de nos ingénieurs et c'est politique, là, pour le coup. Mais je pense que l'industrie peut être au service. Oui. Ben, oui. Ben, est-ce qu'elle est déjà, ou quelle industrie l'est et quelle ne l'est pas? Oui, il y avait une question. Bonjour, merci beaucoup. Cette question, c'est un peu dirigée envers le travail. Vous avez décrit le problème de tech demo et aussi comment l'histoire peut mener le tech demo ailleurs pour inclure d'autres modalités de technologie, d'expérience, pour donner une texture à ça. Et comme le VR, comme je le comprends, c'est déjà fait pour les narrations, pour les histoires. Alors, je vous demande, quelles sont les techniques, les problématiques pour que l'histoire mène la technologie ailleurs, pour inclure une diversité d'expériences ou de corporalité, de collaboration, par exemple. Merci. Oui, Timothy. Yeah, I think this idea of moving beyond the sort of tech demo experience is, maybe kind of, as I said before, thinking of the technology as incidental to the actual artistic or narrative work.
Yeah, I kind of was thinking about this tech demo sort of question earlier and thinking about, for instance, if you see a new media artwork by, I don't know, like Nam June Paik and it's on a CRT monitor, you don't think this is a sort of antiquated historical, well, there is that aspect of it, but you don't kind of neglect that technology and think it's kind of over and done with, because I think for one, the work is made of its time, and two, yeah, I think if there's a sort of broader artistic voice underneath it, it automatically sort of pushes beyond. Maybe Chris wants to chime in as well. I mean, the history of technology has been the demo, especially computer technology. Go back to 1968, 1969 with Douglas Engelbart, the biggest demo of all, essentially demoing the mouse in San Francisco. And every time someone like Sam Altman opens his mouth from OpenAI, it's a tech demo. So I think there's an interesting way of thinking about a tech demo from the anthropologists Genevieve Bell and Paul Dorish, computer scientists, who talked about the idea that technology is always rehearsing the future, which is actually already in the present. So there's this idea of a proximate future. Technology is always imagining the future that will come. It's always going to be that, after we're going to go to GPT-5 and we're going to have this and that, and it's all coming, but which ignores the present of where the technology actually is versus the kind of imaginaries that where it might be. And I think that's really, this is a classic McLuhan thing. This is what McLuhan said. If you want to know the future, look at the present. I think this is what artists are really quite good at doing, is like taking these technologies and imagining in the present moment. In 1990 at Banff in Canada, the first artists were using essentially what was called virtual reality technologies. And they had to spit and glue these things together because you couldn't buy them off the shelf like you can now. You couldn't find code on GitHub or watch some YouTube demo. You had to do all this yourself. And so those artists were essentially producing what people would then say, well, that was the future in the present. So, McLuhan famously said artists are part of a distant early warning system for technology because they're the ones aware of the changes of perception, the changes of politics that these technologies are signaling. And also, just to add to that, I'm thinking maybe the kind of trappings of these emerging technologies becoming tech demos is because that they're so overly designed, I would say, by corporations. So there's really a particular use case or use that the company wants you to basically use the technology for, which is different than, for instance, a TV. It doesn't really have a UI design, a user interaction design. It's just you turn it on kind of thing. So it's more difficult to break out of that sort of box that's being prescribed, I think, maybe. Yeah, they're pre-packaged. Basically, the technologies come pre-packaged with expectations now versus early on when there was not this whole kind of economy of demoing that's happened in the last 30, 40 years. Yann, je pense qu'on va conclure avec Yann. On arrive au bout de notre temps. Oui, mais je trouve ça très intéressant que vous ayez ramené la question du storytelling, immersive storytelling. Et pour avoir vu la pièce de Chris Halter, j'ai trouvé extrêmement intéressant parce on passe dans Milgram, ça parle du continuum de réalité virtuelle. Il démarre de l'environnement à la virtualité. Et dans la pièce, on se promène le long du continuum, c'est-à-dire on part de real environment, c'est-à-dire on n'a rien. Et puis, on va jusqu'à l'augmented virtuality, où est-ce qu'on a vraiment les deux. Et le fait de parler à des gens de théâtre, en fait, je pense que c'est une contrainte intéressante aussi parce que dans ce que j'ai remarqué dans la pièce, c'était le fil conducteur de l'histoire, de la fiction, a toujours été présent et n'a jamais été lâché. Et ce qui fait qu'on reste captif et on reste attentif à travers l'évolution de cet aspect-là. Donc moi, peut-être ma dernière question, c'était comment vous voyez l'histoire, la fiction dans le contexte de votre projet? Yeah, it's a good question. If you go back to Sutherland in 1965, the so-called
talk he gave, The Ultimate Display, in front of a group of engineers in New York, he basically said, you know, I can describe these kinds of displays. Well, computers have, I mean, this is, of course, 1965. Computers have these displays, but I'm going to talk to you about another kind of display. I'm not going to talk to you about a display that's on a screen. I'm going to talk about a display that's part of your body. And so this idea of a kinesthetic display was already in the thinking about, let's say, these head-mounted systems. And of course, you put it on your head because you want to be able to control the image and later the audio. So there was some understanding from the very start. People talk in the 1990s, Catherine Hales, for instance, about the disembodiment, or Sandy Stone, the disembodiment of virtual reality. You know, it was all about removing the body from the virtual space. Now we've come back to the body because we have technologies like pass-through, where you actually see yourself. You don't just imagine avatars, you actually see other people. Of course, you're mediating with a camera, but you're seeing into the real space. You're seeing your own body, you're seeing the body of others. Researchers don't really have there's little research on what actually is going to happen in this kind of social situations, because we've always thought about virtual reality as this individual thing. But what was key is, from its origins, is this idea that the human body was the center of this technology. And from a media historical point of view, this is probably the most radical technology in the history of media art. I'm not saying it's the best, I'm just saying it's the most radical, because it imagined not just a passive viewer sitting, getting the technology from a distance, whether it's from the telegraph or television or radio. All of these are distant technology that take basically signals from far away and send them close to you. Virtual reality, or let's say augmented or mixed reality, was about the human body moving. If you don't move, whether at first it was just your head and now it's your whole body, if you don't move, nothing happens. So it's very much based on an idea of perception, which is an active form of seeking in the world, as opposed to waiting for information to come at you. And that's a really radical idea, because it goes against the notion that essentially we are there as passive consumers, basically sitting in front of the television or sitting in front of our cell phones as we have now, waiting for things to stream at us. So I think this is very interesting from a historical point of view, because it links back to also its origin, which is cybernetic origin, that we need to be able, the US military needed to be able to land helicopters in Vietnam in the dark. And so what did they do? They created cameras that could be manipulated by the pilots moving their heads in those helicopters. This is a story that people don't really know, because I think these technologies come from companies like Meta as gaming or social media technologies. But in fact, they were always part of this idea that the human body is part of a technical system. Merci, Chris. Écoutez, c'était merveilleux. Il faut manger, oui. Donc, je remercie tout le monde. Je remercie les gens qui étaient en ligne. Je vous remercie ici. C'était très généreux de votre part. Donc, on continue, par contre, à 2h30 avec la deuxième table ronde. Et je crois que pendant l'heure du dîner, il y a aussi une activité. Non, il n'y a pas d'activité tellement. Donc, vous allez pouvoir discuter, poursuivre la conversation. Donc, s'il y a des gens qui sont panélistes, qui n'ont pas eu leur petit ticket de lunch, vous venez me voir. Je vais vous le donner. Donc, on se retrouve à 2h30 et on poursuit avec un cycle qui va aborder des projets qui ont été supportés par le programme Audace, qui est un peu différent de Prism, et on va voir ce que ça donne comme résultat et comme interaction. Merci beaucoup et bien on se revoit tantôt.